L'air du temps, Léa Moscona. Dans notre série sur le cercle de généalogie juive, eh bien, c'est la seconde partie sur le destin d'une personnalité juive de Lorraine. Il s'agit de Ber Isaac Ber et nous sommes toujours en compagnie d'Alain Nedjar, administrateur du cercle de généalogie juive, ainsi que de l'historien Pierre-André Meyer, spécialiste de l'histoire des communautés juives de Metz et de Lorraine. Messieurs, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous de nouveau. C'est vrai que cette personnalité de Ber Isaac Ber a vécu de nombreux événements. Je me tourne vers vous, Pierre-André Meyer. La semaine dernière, nous avions déjà commencé cette émission sur la vie, sur le milieu familial de cette personnalité étonnante. Peut-être avant de résumer son destin, la situation des Juifs à la fin du XVIIIe siècle. À la veille de la Révolution, oui. Pour être plus précis, parce qu'elle va beaucoup changer, la situation des Juifs après 1789. Bon, en étant très sommaire, oui. C'est une population de 40 000 personnes environ, je parle des Juifs de France, soit une toute petite minorité, puisque la population française fait au total 28 millions d'habitants, c'est 0,15% de la population, mais ils sont très inégalement répartis. La moitié, environ 20 000, sont en Alsace, 10 000 en Lorraine, 2 000 à Metz. Puis il y a aussi les communautés très différentes de Bordeaux, Bayonne, et puis d'autres communautés plus dispersées. Alors Ber Isaac Ber est de Lorraine. Alors, on va résumer son milieu familial, ses débuts. Eh bien, il appartient à une riche famille de Juifs de Nancy. Son père, qui s'appelait Isaac Ber, faisait partie de ces Juifs qui avaient été autorisés à résider à Nancy par le duc de Lorraine Léopold, puis par son successeur Stanislas Leczinski. Sa mère est originaire de Berlin. Elle s'appelle Judith Lippmann. C'est une grande famille, une vieille famille de Juifs de cour de Berlin, qui a eu son heure de gloire au début du XVIIIe siècle. Et alors, Ber Isaac Ber fait preuve d'une grande précocité. Il s'installe en ville à Nancy. Il développe un commerce de tissus de luxe qui est très prisé par l'aristocratie. C'est aussi un gros prêteur d'argent et il travaille également dans la fourniture de fourrage à l'armée. Bon, tout ça le met en relation étroite avec les autorités lorraines, puis avec les autorités françaises. Oui, il va se démarquer quand même. Alors, sa date de naissance, c'est 1745. On arrive dans une période vraiment où il va décéder en 1828. Il est vraiment, comme je le disais, une période charnière de l'histoire de France et de l'histoire de la communauté juive, parce que l'histoire de France va entraîner aussi des modifications de réglementation. Vous allez nous en parler. Alors, vous le dites, c'est une personnalité qui est hors du commun. Il au-delà des affaires et du négoce, il va se montrer très doué dans les relations qu'il entretient avec les puissants. De quelle manière précisément? Ces activités économiques en font quelqu'un de très utile. Il prête de l'argent à l'aristocratie, il fournit la cour en produits de luxe et il fait preuve de beaucoup d'entre-gens. Et il met à profit justement ces activités, ses relations haut placées, pour obtenir des titres. Il a toujours été très friand de titres. Très friand de titres, des titres, des privilèges spéciaux. Alors en 1779, il devient marchand de soieries de Monsieur, frère du roi, qui est le futur Louis XVIII. Il devient pensionnaire de Monsieur, c'est-à-dire qu'il touche une pension qui est certes symbolique du comte de Provence, mais ça lui permet d'inscrire sur son enseigne au-dessus de son magasin pensionnaire de Monsieur. C'est un opportuniste un petit peu, quelque part, un peu. Il a soif de titres, de reconnaissance, et c'est aussi une façon de s'élever au-dessus de la condition juive commune. Et puis, il obtient, dans les années 1780, des lettres de rénicole, c'est-à-dire des lettres royales qui l'exemptent de toutes les restrictions qui touchent ses coreligionnaires et qui lui permettent notamment d'acquérir des terres, d'acquérir des biens-fonds, ce qui était interdit aux Juifs. Et c'est ainsi qu'il va acheter en 1790 un très important domaine agricole près de Nancy, à Thuric. À Thuric, on va en parler dans un instant. Il a quand même un traitement de faveur. Alain Nedjar. Oui, donc simplement une remarque. Je dois préciser qu'au-delà de la modernité de Ber Isaac Ber, il connaissait ses classiques, c'est-à-dire qu'il parlait l'hébreu,
Et il avait une bonne connaissance de la littérature hébraïque. Donc, il n'était pas détaché complètement, je dirais, du classicisme et de la religion, mais il avait la modernité et il avait les deux étiquettes qui vont lui permettre d'être l'ambassadeur des Juifs de Metz. Eh bien, vous me tendez la perche pour dire, quand vous dites ambassadeur des Juifs de Metz, il fait partie de ces familles qui sont de grandes des oligarchies, on pourrait dire ça. C'est ça, il y a au fond une petite oligarchie à Nancy qui se forme autour de lui, qui est principalement et même exclusivement formée de gens de sa famille. Ah, oui. C'est son frère, Louis-Isaac Baer, qui a les mêmes activités, son beau-frère Salomon Moïse Lévy, qui vient de Hanovre, qui est aussi un gros commerçant en tissu de luxe, Mayer Marx, qui est un parent par alliance plus éloigné, qui est fournisseur de fourrage. Et c'est donc dans ce tout petit groupe privilégié tous ces gens comme Ber-Isaac Baer réclament des titres et des privilèges et les obtiennent dans les années 1780. C'est dans ce petit groupe que sont choisis les syndics des Juifs de Lorraine, donc ceux qui se sont appelés à diriger la communauté juive. Ber-Isaac Baer lui-même devient syndic des Juifs de Lorraine au début des années 1780. Donc il fait partie de familles qui sont quand même favorisées. Alain Nedjar vient de nous dire qu'il parlait l'hébreu, qu'il était quand même, qu'il avait une certaine connaissance de sa culture juive. Est-ce qu'il avait le souci des conditions de vie de ses coreligionnaires? Oui, tout à fait. Et puis, dans les années 1780, la communauté juive de Nancy connaît une très très forte croissance démographique parce que les autorités ferment les yeux sur les limitations anciennes. Et cette communauté a donc de nouveaux besoins. Et pour satisfaire ces besoins, Ber-Isaac Baer, avec son collègue Mayer Marx, se démène pour obtenir des autorités le droit de faire construire une véritable synagogue. Et pour cela, d'ailleurs, il va emprunter de très grosses sommes d'argent. Il fait appel à l'architecte Pirou, qui a déjà construit la belle synagogue de Lunéville. Donc, il dote sa communauté d'un véritable lieu de prière et aussi d'un cimetière. Car jusque-là, les Juifs de Nancy devaient transporter leur mort à Metz. Donc il apparaît un peu comme le bienfaiteur de sa communauté. Oui, c'est une marque importante, ces deux lieux, la synagogue et le cimetière. Alors, je voudrais qu'on en arrive si vous voulez, aux révolutions dans la société. On est en 1700, à partir de 1780, et là il y a un vent nouveau qui souffle sur la communauté juive, plus largement en France, mais sur la communauté juive en particulier. C'est la Haskalah. Ça vient d'Allemagne. C'est un mouvement qui est mu par, entre autres, par Moïse Mendelssohn, le grand-père de Félix, le musicien. Tout à fait. Et ce sont les Lumières juives. Comment Ber-Isaac Baer s'inscrit dans ce mouvement? Il est l'un des premiers juifs de l'Est de la France à faire sienne les idées de la Haskalah, et des idées qui sont extrêmement nouvelles, à tel point d'ailleurs que le rabbinat les combat, puisqu'elle propose aux Juifs, au fond, de sortir de leur ghetto, et notamment en ajoutant à l'apprentissage des disciplines religieuses traditionnelles, celui des disciplines profanes, et en particulier l'apprentissage de la langue du pays de résidence. Et ça, c'est tout à fait nouveau pour cette époque. Et alors, Ber-Isaac Baer, qui effectivement, comme vous le disiez bien, a une très bonne culture juive hébraïque, est également francophone, ce qui n'était pas si fréquent parmi ses coreligionnaires de l'Est de la France. Et il traduit en 1782 un ouvrage important qui s'appelle « Paroles de paix et de vérité », dont l'auteur s'appelle Hartwig Wessely et qui est un disciple de Mendelssohn. Alors, c'est un ouvrage qui malheureusement ne sera publié en France qu'en 1790. Il a été publié d'abord à Berlin en français. Mais donc, en traduisant en français un ouvrage, il a fait la démonstration, effectivement, il fait sienne les idées de la Haskalah. Il fait également appel à un précepteur venu de Berlin pour enseigner les disciplines profanes à ses fils, à côté des disciplines religieuses. Il ne tourne pas le dos au judaïsme, mais il pense que les Juifs, pour pouvoir vraiment s'intégrer dans la société, doivent également
sortir de leur ghetto et connaître la langue du pays de résidence. Oui, alors Alain Nedja. Oui, mais c'est ce qui leur permettrait effectivement d'accéder à des professions que jusqu'alors ils n'arrivaient pas à obtenir ou à exercer. Et c'est ce mouvement de la Scala qui vient d'Allemagne, je crois bien au départ. Je glisse juste une petite parenthèse. En Italie, lors de la Renaissance, je dirais bien avant même cette époque-là, il y avait déjà, si vous voulez, un courant de modernité parmi les Juifs italiens pour justement utiliser la langue locale de manière à pouvoir, je dirais, échanger des idées entre les religions. Et on retrouve avec la Scala, je dirais, un autre écho, je dirais encore plus fort et plus moderne, de ce qui avait commencé un petit peu lors de la Renaissance en Italie. Alors une dizaine d'années après, on a la fameuse émancipation. Alors je voudrais quand même préciser que votre livre, Pierre-André Meyer, on va le retrouver sur le site du Cercle de généalogie juive. Je le montre là aux auditeurs qui pourront aller voir l'émission sur radioj.fr. Le clan Gutschow, Baer, Wolf, Marx, du nom de ces grandes familles de cette région, du ghetto à la citoyenneté. On va retrouver toute l'histoire avec des documents, des illustrations très intéressantes. Il y en a même de très émouvantes parce que on peut à travers l'écriture, parce que ce sont des documents photographiés, écrits à la main, notamment une lettre de permission de résidence. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. On va retrouver toute cette histoire dans cet ouvrage extrêmement intéressant. Alors, une dizaine d'années après la Scala, ou après le début de la Scala, il y a la fameuse émancipation de 1791, la Révolution évidemment d'abord, et l'émancipation. Expliquez-nous ce concept d'émancipation à la française, parce que si la Scala nous vient d'Allemagne, c'est en France que les choses ont beaucoup changé. Alors justement, ce que je voulais ajouter, c'est que la Scala a rejoint un autre courant, les Lumières chrétiennes, et qui ont été particulièrement importantes dans la bonne société de Metz. Et c'est en 1785, comme on sait, que l'Académie royale de Metz a mis à son concours le sujet « Est-il des moyens de rendre les Juifs plus utiles et plus heureux en France ?» Ce qui prouve que les élites chrétiennes commençaient à s'intéresser à l'idée de la nécessité d'une réforme de la condition juive. Ils avaient le souci de ce sujet, en tout cas. Voilà. Et donc, sans avoir participé directement à ce concours, Ber Isaac Ber a inspiré l'un des participants, qui était un avocat de Nancy, qui s'appelait Thierry. Il lui a fourni les idées, la matière de son mémoire, qui a été primé en 1788, en même temps que celui resté fameux de l'abbé Grégoire. Voilà. Et c'est aussi à cette époque, donc en 1788, à la veille de la Révolution, que Malesherbes, le ministre, est chargé par Louis XVI de s'occuper des Juifs, comme il s'était occupé des protestants, et Ber Isaac Ber est consulté. Et il rédige, à l'intention du ministre, un mémoire important, qui n'est pas très connu, dans lequel, d'une part, il demande l'abrogation de toutes les limitations à l'activité et au droit de résidence des Juifs, mais où il insiste sur la nécessité de maintenir l'organisation communautaire avec les rabbins et les syndics, parce que pour lui, cette organisation communautaire est indispensable pour permettre ce que tout le monde appelle à cette époque la régénération des Juifs, en développant l'éducation, en développant des ateliers de travail, c'est-à-dire en permettant aux Juifs pauvres de sortir de leurs conditions. Et ça, ce sera une idée force de Ber Isaac Ber pendant toute sa vie. Et c'est ça qui finalement fait de lui un notable, c'est ça ce qui fait de lui finalement le représentant digne de cette communauté juive. Alors, l'émancipation, 1791, cette notion et surtout les enjeux pour la communauté juive. Oui. Alors, écoutez, ça c'est très important. D'abord, en 1789, Ber Isaac Ber et Meyer Marx sont envoyés comme députés des Juifs de Lorraine aux États généraux. Donc, ils se trouvent à Paris au moment où se produit ce qu'on appelle la Révolution, et surtout au moment où est promulguée la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit », ce qui était un principe totalement révolutionnaire pour l'époque. Et ce qui est bon pour les Juifs, normalement. Voilà, et donc le problème qui se pose, et Ber Isaac Ber en est le premier conscient, est-ce que ce principe va être appliqué aussi aux Juifs ?
Et c'est justement à cela que s'opposent la plupart des députés des provinces de l'Est de la France, notamment l'évêque de Nancy, Monseigneur Lafare, qui considèrent que les Juifs sont une nation étrangère, qu'ils vivent selon leurs propres lois, leurs propres règlements, qu'ils entendent continuer à vivre de cette façon, et que par conséquent, ils ne peuvent pas accéder aux droits de citoyens français. Et alors, c'est une vraie question. Est-ce que les Juifs sont obligés donc de choisir entre la citoyenneté, c'est-à-dire l'égalité des droits avec les autres citoyens, et le maintien de leur communauté? Et c'est une question qui divise les Juifs eux-mêmes, et qui, on peut même le dire, puisqu'on est en généalogie, divise la famille de Ber Isaac Ber, puisqu'en 1790 se produit à Nancy une très vive polémique entre Ber Isaac Ber, qui prône le maintien des communautés traditionnelles, avec le pouvoir des syndics, et son propre neveu, qui est Jacob Ber, donc d'une autre génération, qui est un jeune médecin et chirurgien, qui l'accuse de vouloir maintenir les Juifs isolés du reste de la société, qui s'en prend avec beaucoup de vigueur au pouvoir des syndics et à ce côté très contraignant des communautés, et qui reprend tout à fait à son compte la fameuse formule de Clermont-Tonnerre, il faut accorder tout aux Juifs comme individus, mais rien comme nation. Il l'a dit dans le sens inverse. Alors, rien comme nation et tout comme individu. Tout cela sera régularisé par... Alors j'ajouterais simplement, après Clermont-Tonnerre, en l'occurrence, que ça a permis à Isaac Ber de dire « Nous devenons tout à coup enfants de la patrie ». Absolument, absolument. Lorsque le décret du 27 septembre 1791 est voté, et que du même coup, les communautés sont dissoutes, Ber Isaac Ber, dans une petite brochure d'ailleurs qu'il n'a pas signée, anonyme et qu'il publie à Nancy, écrit « Nous voilà donc non seulement des hommes, des citoyens, mais encore des Français. Nous devons quitter cet esprit de corps ou de communauté pour toutes les parties civiles et politiques non inhérentes à nos lois spirituelles. Nous ne devons être que des individus, des Français, occupés d'un vrai patriotisme et du bien général de la nation. » Alors, on imagine bien qu'à cette époque, donc cette communauté est divisée parce que c'est créateur quand même d'inquiétude pour les Juifs de l'époque. Est-ce qu'on peut dire que c'est Napoléon Bonaparte qui va rationaliser finalement l'émancipation et qui va mettre de l'ordre dans tout ça? Oui, dans un sens. Alors, la politique de Napoléon à l'égard des Juifs a été l'objet de beaucoup de controverses. Alors, on peut dire que d'un côté, il a donné au judaïsme des institutions qui vont perdurer, les consistoires. Il a été de cette manière à l'origine, au fond, d'une sorte de modèle français du judaïsme, à quoi d'ailleurs Ber Isaac Ber a beaucoup contribué, parce que l'organisation consistoriale qui a été mise en place en 1808 doit beaucoup à Ber Isaac Ber, qui était intervenu auprès du ministre des cultes Cabanis et qui a joué un rôle en ce sens à l'Assemblée des notables. Toutes les propositions de Ber Isaac Ber n'ont d'ailleurs pas été retenues. Voilà. Et puis à côté de ça, il y a la politique anti-juive de Napoléon, la réunion de l'Assemblée des notables et du Grand Sanhédrin en 1806-1807 se situe dans un contexte de très forte judéophobie, notamment en Alsace, qui est lié à un contexte de crise financière qui fait rejaillir la vieille accusation d'usure contre les Juifs. Et c'est pour ça que Napoléon veut régler tout ça. Voilà. Et c'est comme ça, comme ça que se comprend ce que les Juifs ont appelé le décret infâme, qui est l'un des décrets du 17 mars 1808, qui prend une série de dispositions contre les Juifs, la plus importante, la plus marquante sans doute, étant l'obligation pour eux de se munir d'une patente, c'est-à-dire d'un certificat de non-usure délivré par le préfet sur avis du conseil municipal, ce qui pouvait donner lieu à toutes sortes d'arbitraires. Voilà. L'important, c'est que ce décret, c'est une législation d'exception qui ne concerne que les Juifs. Et pour 10 ans. Alors, pour 10 ans, voilà. Et qui d'ailleurs ne concerne pas tous les Juifs, parce que les Juifs de Bordeaux en ont été exemptés, et les Juifs de Paris ont réussi à s'en faire exempter également. Donc, ça visait spécifiquement parce que le problème les Juifs de l'Est. Et Ber Isaac Ber a pris la tête de la protestation contre ce décret, non pas de la protestation de tous les Juifs de l'Est, mais des Juifs de la Meurthe, que lui-même tenait au fond à distinguer des Juifs d'Alsace. Alain. Et ça me fait penser que cette haine des Juifs était portée, par exemple, par le Mercure de France, et également par des personnalités comme Chateaubriand.
Oui, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'il y avait véritablement une haine à l'égard des Juifs de certains membres, je dirais, de la nation. Et évidemment, ça ne facilitait pas les choses. Alors, au terme de cela, on arrive vraiment à pratiquement à la fin de notre émission. Au terme de cette période vraiment j'allais dire presque d'équilibrage, on arrive au début du 19e siècle. C'est la fin des décrets en 1818. On a un Louis XVIII, un Charles X, un Louis-Philippe qui sont plutôt cléments. Donc, est-ce qu'on peut dire que cette clémence à l'égard des communautés juives, elle est due aussi à cette régularisation de l'émancipation? Est-ce que je m'avance un petit peu en disant ça? Oui, c'est-à-dire que la question juive, on peut dire qu'elle cesse d'être vraiment d'actualité. Après, sous la monarchie, sous la Restauration et sous la monarchie de Juillet, les consistoires se mettent en place. Oui. C'est le règne des notables, voilà. Et donc Ber Isaac Ber est dans ce mouvement. C'est un notable. Dernière petite question, qui voulait avoir un nom, un titre de Thuric, les terres dont vous avez parlé tout à l'heure. Est-ce que c'est un titre de noblesse? Non, c'est pas du tout un titre de noblesse, mais disons que c'est aussi pour Ber Isaac Ber un moyen de se distinguer et de ressembler finalement aussi à cette aristocratie qu'il a beaucoup fréquentée avant la Révolution et qui quelque part le fascine. Alors si j'ai le temps, cette petite anecdote. 30 secondes. Il demande à pouvoir ajouter le nom de sa terre de Thuric à son nom de Ber. Oui. En 1814. Accord lui est donné à condition qu'il n'utilise pas la particule et qu'il puisse s'appeler Ber Thuric. Oui. Voilà, ça c'est un jugement du tribunal de Nancy qui a voulu lui faire une crasse. Et il le refuse il finalement. Il refuse, il exige sa particule et finalement en 1819, 5 ans après, il obtient de pouvoir s'appelait Ber de Thuric. Merci infiniment pour cette histoire de ce destin de Ber Isaac Ber qu'on va retrouver dans votre livre, Le clan Gutschow, Ber, Wolf, Marx. Nous étions en compagnie de Pierre-André Meyer, historien spécialiste des Juifs de Metz et de Lorraine, ainsi que d'Alain Nedjar, administrateur du Cercle de généalogie juive. Merci messieurs pour cette émission et à très bientôt. Retrouvez Radio